Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'étape numéro 18 de ce Giro 2020. On va reprendre l'habillage, reprendre une forme habituelle déjà parce que l'étape a été très intéressante et très spectaculaire, ce qui nous avait manqué ces 2 derniers jours et qu'on a pas mal de choses à dire. Et on fera même en toute fin de vidéo un petit point sur le classement général parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements aujourd'hui et on le fera également samedi soir après l'étape de samedi qui a changé. L'étape de samedi, ça sera 3 fois la montée vers Sestrières, le cornet de Rosselin, tout ça, ça dégage. Toute la partie française saute et on fera 3 fois la montée de Sestrières. Donc c'est un peu moins dur, mais est-ce que ce sera moins spectaculaire? Pas vraiment. Ça restera une étape très intéressante, mais il y aura un peu moins de dénivelé positif, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, donc c'était donc l'étape la plus dure de ce Giro 2020 avec le Stelvio. Mais avec également une arrivée au lac, au Laghi di Cancano. Puis vous aviez également le Passo Castrine et le Campo Carlo Magno, donc une étape très chargée en difficulté. Mais surtout le Stelvio quand même. Et je l'avais dit ce matin dans la présentation, il y avait de grandes chances que des leaders se montre aujourd'hui et que Almeida risquait de vivre une journée un petit peu compliquée quand même. Du côté du résumé, il a eu une journée compliquée, mais on va tout de suite le voir, le résumé. Alors, on a une échappée qui est partie au kilomètre 192, donc après une bonne dizaine de kilomètres de course. Échappée qui s'est fait en plusieurs temps, mais au final, des coureurs qui se sont retrouvés au pied du Stelvio. On avait Sergio Samitier, Cataldo et Pedrero du côté de Movistar, Matthew Holmes de Rennes du côté de la Lotto Soudal, Ben Swift et Félix Pogana du côté d'Ineos, Ben O'Connor, Luis Mentiez du côté d'NTT, Ruben Guerrero, le meilleur grimpeur de FO Pro Cycling, Joe Dombrowski de UAE, Tonelli de la Bardiani, Fieline de Castana, Rossetto de Cofidis et Daniel Navarro d'Israël Startup Nation. Échappé qui mettra beaucoup de temps avant d'avoir une petite avance. Et l'écart sera au maximum de 4 minutes au pied du Stelvio. Ils n'ont déjà plus que 2 minutes 30 grâce à un gros travail de Nico Dens du côté de la Sunweb. Lors des 2 premières côtes de la journée, c'est Guerrero qui prend les points. Il sera compliqué de rattraper Guerrero à partir de maintenant, surtout que Visconti a abandonné la course. C'était lui qui était Giovanni Visconti, le numéro 2 au classement de la montagne. Bon, l'échappée prend un petit peu d'avance. Derrière, vous avez Ineos, mais surtout la Sunweb qui roule. Et à 54 km de l'arrivée, on est déjà dans le Stelvio depuis une bonne dizaine de kilomètres. Il y a déjà eu plusieurs attaques, dont Thomas de Rent, qui a permis de réduire le groupe à 9 coureurs. Et à ce moment-là, c'est Ben O'Connor qui sort. Et il ne sera jamais revu. Derrière, le peloton accélère avec la Sunweb. Ineos, avec Juan Denis, passe un petit relais à ce moment-là. Et puis c'est surtout dans la montée du Stelvio où Juan Denis va faire craquer tout le monde. Dans un premier temps, il fait craquer Pozzo Vivo, puis Almeida et Maïka et Conrad ensemble. Et puis ensuite Fuglsang et Nibali pour finir avec Bilbao et Kelderman dans les derniers kilomètres de cette montée du Stelvio. En haut, au sommet, on se retrouve donc avec 3 coureurs en tête de la course. Hindley, Denis Gogenhardt, parce que Ben O'Connor s'est fait repris dans cette montée du Stelvio. Et ensuite, Juan Denis qui fait un énorme travail dans la portion de plaine entre la descente du Stelvio et le Laghi di Cancano avec cette montée du Torre di Fraile, parce que l'arrivée est au lago du Laghi di Cancano, mais en fait, il y avait une difficulté à 2 km de l'arrivée qui était le Torre di Fraile, qui était une côte de première catégorie. Ensuite, on se regarde entre Gogenhardt et Hindley. Gogenhardt fait énormément de travail. Et puis derrière, Juan Denis cale, Bilbao part en contre. Nibali est repris par le groupe Almeida. Et à la fin, au sprint, victoire de Jay Hindley, qui fait la bonne opération du jour. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, ça va être assez court. J'ai décidé de parler de Stéphane Rossetto. Il a tenté aujourd'hui, voilà, sur une journée comme celle-là. Je l'avais mis, je crois, parmi mes... C'était la veille que je l'avais mis parmi mes coureurs que je voyais bien partir dans l'échappée. Je pense que c'était la veille. J'avais dû dire ça. Ouais. Bon, on ne l'avait pas vu en échappée. Je pense qu'il n'a pas choisi le bon jour. Aujourd'hui, il y avait quand même très peu de chances que l'échappée aille au bout. Je l'avais dit, ça m'étonnait que derrière, il n'y a pas des leaders qui décident de réagir, qui décident de faire la course, en fait, tout simplement. Et ça aurait pu être Sunweb, ça aurait pu être Ineos. Ça a été
un coup l'un, un coup l'autre, mais ça aurait pu être Trek, ça aurait pu être une autre équipe qui aurait voulu tenter quand même le coup et quitte à tout perdre. C'est vrai que Rossetto, on a vu très vite qu'il n'y avait pas d'avance au Stelvio et qu'au Stelvio, il n'y a déjà aucune chance que ça arrive au bout. Donc Rossetto, je ne sais pas s'il s'est relevé parce qu'il y a quand même l'étape de demain ou l'étape de samedi où on peut arriver à gagner en étant dans une échappée, même si ce ne sera pas simple non plus samedi si c'est une grosse bagarre entre les leaders. Mais Rossetto, il n'a pas vraiment pas choisi la bonne journée, donc il n'y avait pas beaucoup de raisons de s'accrocher. Moi, ce que je voulais signaler, c'était Aurélien Paré-Peintre. Alors lâché assez vite, Paré-Peintre. Je crois qu'il est lâché au même moment que Pozzovivo, peut-être même avant Pozzovivo. Mais il finit quand même 18ème de l'étape, avec Larry Varbès également d'AG2R à 15,01, devant Samitier, devant Samoumen, devant Daniel Navarro, devant Zacharine. Donc faut quand même pas le négliger. Il finit quand même derrière Ben Swift et Ben O'Connor et Rohan Dennis. Mais quand même une pas mauvaise journée pour Paré-Peintre. Par contre, je peux pas vous dire son classement général parce que sur Pro Cycling Stats, ça ne s'est pas encore mis à jour très clairement et pour tout vous indiquer pour le moment également. Les délais sont d'1h05. Arnaud Desmar n'est pas encore arrivé, mais on n'a que 58 coureurs qui sont arrivés pour le moment après 41 minutes de délai. Donc le groupe Eto est loin d'être encore arrivé pour le moment. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. 2 coureurs au top. Alors, bon, en préambule, on peut déjà saluer quand même la performance de Ben O'Connor. Ben O'Connor qui fait quand même une très très belle étape. 3 jours d'affilée en étant échappé, réussir à encore attaquer dans le Stelvio, alors qu'hier il nous a fait quand même une très grosse démonstration. Il a fait quasiment 600 km d'échappée en 3 jours. Enfin, pas loin, c'est énorme. C'est vraiment impressionnant de sa part. Donc on peut déjà saluer cette performance-là, même si c'est pas allé au bout aujourd'hui. Repartir en échappée alors que la veille on a gagné, c'est culotté quand même de sa part. Je commence avec Geoghenaert. Il peut saluer également le travail de Rohan Dennis, Tao Geoghenaert. Très très belle étape de Geoghenaert parce que aujourd'hui il était très très fort. Lui il s'est pas caché. Aujourd'hui. Il a pris ses responsabilités quand il le fallait. Il fait lâcher quand même beaucoup de coureurs. Il revient dans la gagne parce qu'au général il est quand même pas très loin et que c'est pas une quiche au niveau du chrono, même si le dernier chrono sera quand même vraiment un chrono de spécialiste sur 15 km, mais un chrono dernier jour d'un grand tour, quand on a le maillot rose qui ne tient que sur un fil, qui ne tient qu'à un fil même surtout, c'est pas simple. Demandez à Laurent Fignon, demandez également à Denis Menchov qui avait failli tout perdre sur un Giro également en ayant le maillot le dernier jour. C'est très compliqué à gérer sur un chrono. Même l'année dernière, Carapaz, je crois qu'il perd il perd beaucoup de temps l'année dernière sur le dernier chrono Carapaz. Alors il avait de la marge, mais il perd énormément de temps. C'est vraiment pas simple un chrono le dernier jour ou les 2 derniers jours. Roglic par exemple cette année également sur le Tour de France, c'est très dur, surtout quand vous êtes le chassé. C'est plus facile quand vous êtes le chasseur que quand vous êtes le chassé. Quand vous êtes la proie, c'est vraiment très compliqué. Andy Schleck aussi s'était fait avoir une année sur le Tour de France. Lance Armstrong avait failli se faire avoir une fois avec Jan Ullrich, ce fameux rond-point qu'il n'avait pas repéré. Sacré Yann. Mais voilà, c'est très compliqué et c'est vrai que Geoghenaert, il est vraiment dans le match. Il est dans le match. Je pense qu'il est meilleur sur le chrono que Genley parce que Genley est vraiment pas bon. Après, samedi, est-ce que Genley il est pas capable de faire la différence? Ça sera pas dur à gérer pour Geoghenaert parce qu'il faudra qu'il gère d'un côté Kelderman, Genley, pas oublier pardon, également Bilbao qui est toujours là aussi, une 19 Bilbao, il peut revenir. Donc surtout qu'il a fait une très grosse dernière montée du Torre di Fraile Bilbao, donc on va falloir se méfier quand même. Mais c'est une bonne journée parce qu'il reprend en main la course. Et ça, c'est forcément idéal pour lui. Deuxième coureur au top, Genley. Pourquoi ? Parce qu'il a très peu roulé aujourd'hui. Hein. Il n'est pas allé dans la zone rouge. Alors, il aurait peut-être dû attaquer à un moment parce que je pense qu'il était capable de coller 20 ou 30 secondes facile à Geoghenaert qui n'était pas non plus si aérien que ça. Je pense que c'était le seul qui était vraiment dans un très bon jour, Genley. C'est dommage qu'il n'ait pas saisi sa chance. Est-ce qu'on l'a empêché ? Après... j'ai envie de te dire que des fois, pour la gagne d'un grand tour, tu dis merde. Hein. Mais ouais, c'est dommageable, je pense, quand même, pour Genley, parce que le chrono,
C'est vraiment pas sa tasse de thé si je regarde sur ce Giro. Et sur les chronos cette saison de ce coureur, cette année donc 34e lors du chrono du Prosecco, 46e à Palerme. Sur Tirreno, il avait fait 41e à San Benedetto del Tronto. Est-ce que j'ai un autre contre-la-montre sur cette année-là? Non. Est-ce que si je prends l'année dernière, est-ce qu'il avait fait des bons chronos l'année dernière? Le prologue du Zlm Tour, il avait fini 55e. Sur le Giro, déjà l'année dernière, il avait fini 39e à Vérone. Donc ça fait, par rapport à Guggenhardt, il avait fini 52e à Saint-Marin et à Madonna di San Luca 74e. Ouais, c'est vraiment pas trop sa tasse de thé quand même le chrono. Le Giro d'Italia, je crois qu'il y avait déjà Guggenhardt, non? L'année dernière, je sais plus. Dombrowski. Il ne devait pas y avoir Guggenhardt l'année dernière sur le Tour d'Italie. Si je prends 2019, il avait fait la Vuelta. Mais bon, Guggenhardt, ah si, non, il avait abandonné. Ça, je m'en étais pas souvenu. Il avait fait 25e à Saint-Marin et 7e lors du premier chrono. Donc normalement, Guggenhardt, même face à Kelderman, je pense que Guggenhardt, il est capable de reprendre dans un grand jour 12 secondes. Donc Genley, c'est dommage, il aurait pu faire la différence aujourd'hui. Après, il y a encore l'étape de samedi aussi. S'il est vraiment au-dessus du lot, samedi, il fera la différence. Même si ça a l'air d'être moins difficile, il est capable de faire la différence samedi. Surtout si les conditions climatiques sont pas évidentes lors de cette dernière journée. Mais Genley, de toute manière, ça fera partie des révélations avec Permsteiner également, je trouve, du côté de la Bahreïn, sur leur capacité à jouer des top 10. Parce que Genley, très clairement, avant le début de ce Giro, on misait pas grand-chose sur lui. Et en plus, il a récupéré le maillot blanc de bonne journée. Du côté des flops, je commence avec Nibali, qui a jamais vraiment été dans le coup sur ce Giro quand même. Nibali, son équipe a jamais été dans le coup, lui il a jamais été dans le coup. C'est con parce qu'il avait plutôt bien démarré quand même. Quand tu vois la première étape sur le chrono, il part pourtant au mauvais moment et c'est le coureur qui perd le moins de temps sur Geraint Thomas et Almeida. Mais ensuite, j'ai eu l'impression qu'à partir du milieu de la première semaine, la performance décroît au fur et à mesure. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il a vraiment plus de forme, quoi. Qu'il est vraiment en grosse difficulté. Et c'est vrai que si... je pense qu'il a eu un pic de forme trop tôt, Nibali. Qu'il n'a pas réussi à gérer la nouvelle forme de cette saison 2020. Qu'il a eu un pic de forme... vraiment extrêmement tôt et ça c'est pas forcément l'idéal parce que sur Tirreno bon, il n'avait pas été incroyable mais pourtant il avait fait vraiment le Tour de Lombardie 6e, Giro d'Emilia 7, championnat d'Italie 11. Alors c'était un parcours qui lui convenait pas, même au championnat du monde il était 15, Giro dell'Appennino il était 17 et puis là les premiers jours il est top 10 et puis après il s'en éloigne de plus en plus. C'est ça qui est un peu tristoun pour lui. Il y a eu un mauvais chrono également, mais ça n'a pas été son Giro et pourtant je pense que beaucoup d'Italiens auraient aimé qu'un Italien gagne cette édition et surtout que ça soit Nibali. C'est un peu triste. Voilà, Almeida, pas surpris moi par sa contre-performance. Je le mets en flop parce qu'en général on le met en flop aujourd'hui parce qu'on dit il a perdu du temps, mais je pense que Almeida, comme à Piancavallo, il a quasiment craqué au même temps d'effort. C'est-à-dire il craque à Piancavallo, il craque au bout de 6-7 km de course. Là ça a été quasiment la même chose, hein. Vous voyez qu'au bout de 6-7 km il est pas bien, il s'accroche au Stelvio, mais c'est à peu près le même temps d'effort. Donc ça veut peut-être dire deux choses. Soit qu'il a du mal sur les temps d'effort à haute intensité pendant de longues durées. Ça pourrait être le cas parce qu'il a des bonnes qualités de puncher et le fait de pouvoir garder une haute intensité longtemps, ça va pas toujours ensemble. C'était un peu le problème de Julien Alaphilippe à une époque, qui n'arrivait pas sur les longs cols parce que c'est pas le même type d'effort que sur un col de 2 km, de 3 km ou de 10 km. Au-delà de 10 km, on passe sur d'autres phases, sur d'autres données physiologiques, sur d'autres types d'efforts et ça devient plus compliqué.
ça devient vraiment des efforts d'endurance. 10 km sur une montée, c'est quoi? C'est moins de 30 minutes. À partir du moment où on dépasse les 25-30 minutes d'effort, on passe sur d'autres cycles de gestion de l'énergie et c'est plus compliqué. Ou soit, deuxième solution, il ne supporte pas l'altitude, la haute altitude. Là, aujourd'hui, il y avait 2700 mètres au Stelvio. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a craqué vers 1600 mètres à peu près. Et à Piancavallo, on peut se dire qu'il avait craqué à un endroit où on était à 1300 mètres d'altitude, donc peut-être qu'il ne supporte pas la raréfaction en oxygène. C'est vrai que c'est un coureur qui a quand même, je trouve, alors son faciès, là, il a la bouche souvent grande ouverte. Alors c'est peut-être parce qu'il manque d'air, tout simplement, qu'il a la bouche grande ouverte. Bon, c'est mes deux théories sur lui. Je finis avec Kelderman. Pourquoi Kelderman? Parce que même s'il a le maillot rose aujourd'hui, c'est un peu sauver les meubles et il a perdu toute son avance. Voilà, tout simplement. Hein. Il avait plus de 2 minutes sur des mecs comme Goggenhardt et Hindley. Ce soir, il n'a plus rien. Donc c'est là où je le mets un petit peu en déception. Je m'attendais un petit peu à mieux et surtout, je me dis, à Piancavallo, il n'était pas là. Et là, aujourd'hui, il n'est encore pas là. Ça m'étonnerait qu'il soit très performant ces strières. Après, est-ce qu'il est capable de reprendre 1 minute sur Goggenhardt? Non. Est-ce qu'il est capable de reprendre 1 minute sur Hindley? Oui. Mais Hindley, dans un grand jour, sur le contre-la-montre, est-ce qu'il perdra 1 minute? Pas sûr. Et est-ce que Kelderman, dans un jour moyen, est capable de faire un très très grand contre-la-montre? Pas sûr non plus. Donc je pense que ça sera un petit peu compliqué pour lui. Je termine avec le point classement général. Donc Wilco Kelderman en tête avec 12 secondes d'avance sur Hindley. On retrouve ensuite Goggenhardt à 15 secondes. Donc Pello Bilbao toujours. Là en lice, j'en ai pas parlé, mais il a fait une très bonne dernière montée, 1,19. Almeida à 2,16. Fuglsang à 4 minutes. Donc là c'est mort pour Fuglsang. À part grosse journée samedi. On retrouve ensuite Patrick Conrad 5,40, Nibali 8ème qui perd une place à 5,47 et Fausto Masnada 6,46, Pernsteiner 7,23, mais c'est très serré avec Maïka. Il n'y a même pas 5 secondes d'écart entre les deux coureurs. Donc pour le top 10, il peut se passer encore pas mal de choses. Et puis Masnada est pas loin non plus, il y a une quarantaine de secondes on va dire entre ces trois coureurs. Donc il peut y avoir une grosse bagarre pour le top 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, 250 km, quasiment tout plat vers Asti. C'est pas sûr qu'on aille au sprint, mais pour ça il faudra regarder la vidéo de présentation. Demain, elle sera en ligne à 7h30, elle est déjà uploadée. Parce que je l'ai fait à la suite de la présentation de cette étape-là. Et puis, on se retrouve pour le débrief demain soir. Et puis, il y aura peut-être d'autres vidéos en cours de journée. Enfin, je sais pas trop si j'aurai le temps. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je viens de voir qu'on a atteint les 200 abonnés. C'est bien, on progresse. Encore plus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, c'est important pour le référencement, le pouce bleu. Je vous emmerde avec les pouces, mais c'est aussi important pour le référencement. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur la journée, si vous voulez rebondir à ce que j'ai dit pendant la journée. Je lis toujours les commentaires et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.